Monsieur Bunani, donc, il a une très grande biographie, une riche biographie, mais je vais essayer de résumer en quelques lignes. Donc, c'est un expert en cybersécurité et spécialiste certifié en blockchain par le MIT, fort de plus de 30 ans d'expérience internationale aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et au Maroc. Il est à l'origine de plusieurs projets majeurs en blockchain et accompagne aujourd'hui institutions publiques et privées dans l'innovation liée à la blockchain et à la confiance numérique. Monsieur Bunani, à vous la parole. Je remercie l'association, le comité organisateur qui m'avoir invité. Alors comme d'habitude, moi je ne viens pas faire des speeches juste pour tout ce qui existe déjà sur Internet dans les livres, mais c'est pour apporter mon expérience, surtout pour les jeunes, surtout dans un domaine aussi important et aussi nouveau pour pas mal de jeunes personnes qui veulent se lancer dans ces projets. Mais au début, je vais quand même faire une petite présentation très succincte du domaine, de la fintech, de la blockchain et du digital trust. Alors pourquoi j'ai rajouté la blockchain au milieu? Parce qu'on a de la fintech sans blockchain. Mais moi, en tant que guillemets, je m'y connais un peu en blockchain, je préfère en parler parce que c'est ça ce qui va faire la différence dans l'avenir et c'est ça ce qui est en train de faire la différence là actuellement dans le monde. D'accord? Et il y a une deuxième partie qui paraît un peu bizarre pour pas mal de personnes à qui j'ai parlé, c'est l'artistique approche. Alors là, c'est là où je voudrais votre attention, surtout pour les jeunes qui sont présents ici. D'accord? Au début, je vais d'abord financer partout. Je vais d'abord présenter ce qu'est la fintech et le rôle de la blockchain dans tout ça. Okay? Et on va voir l'implication parce que je suis toujours de ceux qui, si je ne comprends pas le fond de la chose, je n'y vais pas. Généralement, tout est superficiel et ça je ne vais pas. Et tout est artificiel, même l'intelligence est devenue artificielle. D'accord? Alors, le mot fintech est composé de finance et technologie. Mais c'est surtout la technologie appliquée à la finance. Okay? Et quand je dis technologie, ça peut être un marteau, comme ça peut être Internet. Tous les deux, c'est technologie, ça dépend de où est-ce qu'on est enterré. Alors, je vais d'abord c'est une équation en termes de mathématiques et de pratique. C'est juste pour comprendre. On a la fintech, finance et technologie. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez Alors, on va d'abord définir ce qu'est la finance. Alors, généralement, d'après une petite expérience, que ce soit dans ce domaine ou dans tous les autres domaines, on a l'impression de tout comprendre. Okay? Mais quand on en rentre dans les détails, les choses deviennent « Ah non, c'est pas ce que je croyais avant. Okay? » dans toutes les disciplines. Alors, la finance, c'est quoi? La finance, c'est la gestion de la monnaie, ou ce qu'on appelle par un langage chez nous, l'argent. J'ai oublié de vous dire, je me suis mis d'accord avec le comité organisateur que le texte soit en anglais, mais que je vais parler en français. J'aurais aimé parler de thème carrément, mais bon, on m'a dit qu'on ne sait pas possible. Et donc, pour que les gens qui sont là anglophones comprennent ce que je dis, et moi je voudrais qu'on mette le message aux chauds et aux sols les jeunes. Alors j'ai dit que la finance, c'est la gestion de la monnaie. Elle englobe tout ce qui concerne l'argent. Tout. Que ce soit pour les individus, les entreprises ou les gouvernements. D'accord? Alors, j'ai une question que je pose souvent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que la monnaie? Si j'ouvre le débat maintenant, j'aurai autant de réponses que de personnes présentes. Comment je sais ça? J'ai fait des dizaines de formations un peu partout dans le monde, et surtout pour les banquiers. Et personne ne peut répondre à cette question. Qu'est-ce que l'argent? Hein? On en a dans notre poche depuis notre enfance. Mais on ne nous a jamais appris ou l'a expliqué ce qu'est exactement. Et je ne vais pas répondre à la question et je ne vous donnerai pas la parole parce que sinon on restera là. Mais c'est important de comprendre ça. Peut-être que demain dans le panel, on pourra répondre à cette question. Alors maintenant, les principaux composants de la finance. On a la gestion de l'argent d'une manière générale, comment elle est dépensée,
investit, ainsi de suite, ainsi de suite. Les ressources qu'on met en place pour cet argent, d'accord, comment est-ce qu'on interact avec cet argent et qui est généralement limité. Parce que si ce n'y avait pas de limite, bon, il y a quelques exemples, vous allez dire, dans le monde, où on dépense sans compter, mais généralement, on a besoin de gérer cet argent. Après, il y a les risques, la gestion des risques, surtout quand il faut investir, okay, et les retours sur investissement sur cette monnaie qui est investie. Alors, quels sont les principaux areas de la finance? Vous avez le banking, ça c'est tout le monde le sait, l'investissement, les marchés financiers, c'est des choses qu'on trouve partout, généralement tout le monde comprend. Vous avez la comptabilité, il faut qu'on laisse une trace de tout ce qui a été dépensé, sauvé, sauvegarder, c'est-à-dire ce qu'on a gagné et tout. Le risk management, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, la notion de limité ou de rareté, il y a le financement, le financial planning. Ok, ça aussi c'est très important. Vous allez trouver partout, que ce soit dans votre foyer, pour gérer l'argent du foyer, au sein des entreprises, au sein des gouvernements, ainsi de suite, et l'assurance. Comment transférer le risque à une assurance. Donc en finale, la finance est un champ très très vaste, mais ça ne concerne que finalement la gestion de la monnaie ou de l'argent. Ça c'est très important pour comprendre la fintech. Deuxième chose à définir, c'est la technologie. Qu'est-ce que la technologie? Et là, il faut faire une grande différence entre la technologie et la technique. Alors, la technologie, c'est l'application des connaissances scientifiques, okay, pour des choses pratiques pour nous. Mais finalement, et j'insiste sur ce point, le mot tools, je l'ai mis en orange ici, pour dire que finalement, la technologie, ce n'est qu'un outil. Et ce n'est pas un mot, ce n'est pas un hadef. Et ça, c'est la problématique qu'on va voir tout à l'heure, que ce soit dans la blockchain, que ce soit dans la fintech, que ce soit dans toutes les disciplines concernant le digital et dans le monde entier en général. Alors, il faut se mettre d'accord qu'on parle juste d'un outil et pas d'autre chose. Okay? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un marteau, ça peut être quelque chose de très complexe comme Internet, ou de tout autre système ou process créé par l'homme. On est d'accord là-dessus. Alors, maintenant, essayons de définir ce qu'est la fintech. Alors, la fintech, elle touche pratiquement beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs, que ce soit du online, du mobile banking, du online payment system, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le but, c'est quoi? C'est que l'user experience et l'efficiency soient, c'est ça le but, en fin de compte. Le but, ce n'est pas juste d'utiliser la technologie au sein de la finance pour dire que on parle de nous là, on est avancé dans ce domaine. Si j'arrive pas à ces deux-là, je n'utilise pas bien la technologie comme il faut. Okay? C'est surtout pour démocratiser la finance, comme a dit tout à l'heure monsieur le président de l'université. Ça, c'est très important. Je ne suis pas obligé d'avoir une banque quelque part, comme par exemple les néobanques maintenant. Prenez Revolut, n'importe qui maintenant peut ouvrir un compte Revolut. Plus toutes les applications digitales qui nous servent dans la fintech. Alors, la fintech ou les sociétés, les entreprises qui s'occupent de ce domaine utilisent tout type de technologie pour mener à bien cette tâche ou pour essayer d'innover dans ce domaine. Et c'est dans la deuxième partie que je vais discuter de comment utiliser ces technologies, pourquoi les utiliser et comment les adapter à notre besoin. Alors, un petit historique. La fintech, c'est quand même les années 50. Le fait qu'on avait une carte bancaire, ça s'appelait de la fintech. C'est de la technologie que j'ai appliquée à la finance. Le fait que quelqu'un puisse avoir une carte bancaire et l'utiliser pour faire sortir de l'argent ou credit card, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la carte, mais bon, on me donne un crédit, ça c'est de la fintech.
Donc c'était les années 50. Les années 70, c'est les ATM machines. Hein, le fait que je puisse retirer de l'argent. Les années 90, Internet, pour ceux qui ont un âge, ils savent très bien qu'avant et après, il y a eu un grand bouleversement dans tout ce qui est online banking. 2008, la crise financière, subprime, est-ce qui est venu après? Mais ce qui s'est passé exactement pas de la période de crédit, en 2009, il y a eu un white paper qui est sorti d'un certain Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. C'est une personne, une entité, une institution, on ne sait pas. Un white paper où il parle de, on va dire, pour expliquer la chose, monnaie digitale et en peer-to-peer. Dans le temps, c'était quelque chose de... Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu je ne sais combien d'expériences, mais qui n'ont jamais abouti. Mais ce white paper a bien marché, c'est le Bitcoin. La grande question que vous allez vous poser, mais pourquoi ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui? Quelque chose que je ne vois pas, quelque chose que je ne touche pas, quelque chose qui... Imaginez comment on est. Si je n'ai pas quelque chose dans ma poche, je ne l'ai pas. Hein, si je ne l'ai pas dans la banque, je ne l'ai pas. Chez un notaire, là, ça coûte énormément d'argent. Quelque chose que je ne vois pas. C'est le début de la blockchain. Alors, 2010, bon, bien sûr, la blockchain a commencé. Ça, on peut en parler des jours. Moi, en tout cas, je peux en parler des jours et des jours. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le machine learning, et surtout la finance décentralisée. Et cette finance décentralisée, c'est la conséquence directe du white paper de Satoshi Nakamoto, de Bitcoin, pour différencier entre Bitcoin en tant que crypto-monnaie et Bitcoin avec un point majuscule entre la mère de toutes les blockchains. Et c'est à partir de cette blockchain qu'on a ce qu'on appelle la finance décentralisée. Alors, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, la blockchain a complètement transformé la fintech. Et on va voir pourquoi. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, depuis le début de la date, les lacunes, c'est des lacunes qui ont été résolues, mais d'autres sont apparues. Ok? Bien sûr, là, je ne vais pas parler de cybersécurité, mais tous les domaines ont été bouleversés par cette notion ou ce concept de blockchain. Anna Binswanger, je suis dans la blockchain pratiquement, je l'ai découvert en 2011, le concept. Anna, pour moi, c'est comme l'invention de la roue par l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, mais vraiment on ne sait pas, l'impact de ce concept qui est d'abord philosophique avant qu'il soit technologique, et comme je vous ai dit, je peux en parler des jours et des jours, l'impact sur tous les secteurs dans le domaine digital, Internet, informatique, IT, d'une manière générale. Alors, ce nouveau paradigme, blockchain, finance décentralisée, qu'est-ce qu'il a permis? D'abord, sécurité, transparence. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, d'accord? Mais c'est vrai. Hein? Sécurité, oui, sous certaines conditions. Transparence, oui, à 100%. Il n'y a plus d'intermédiaire. Alors, même le mot intermédiaire ici, il faut faire très attention parce que c'est pour ça que j'ai fait la présentation tout à l'heure, pour qu'on se mette d'accord sur les mots, sur de quoi on parle. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus d'intermédiaire, mais ça ne veut pas dire que je vais éliminer les banques. Ça ne veut pas dire que les notaires n'ont plus le boulot. Parce que j'ai entendu ça des responsables bien placés, 2017-2018, quand je présentais mes projets pour le Maroc. Vous voyez, chômage, non, ça n'a rien à voir. Le mot intermédiaire, c'est très le e-commerce. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le début des années 2000, le e-commerce, ça va dire on va faire les tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste une nouvelle économie qui va rentrer en jeu. Bien sûr, il y a le problème, il y a tout ce qui est, je dirais, régulatory, c'est-à-dire tout ce qui est, on ne s'y traite pas d'un point de vue, mesure dans tout ce qui est loi, et c'est ça ce qui freine généralement, pas au Maroc, dans tous les pays du monde. Mais vous allez, si vous faites un benchmark, n'importe quel pays au monde qui a pris l'initiative de dire, ok, vous savez quoi? Je vais laisser passer ça, je vais un peu le réguler de telle sorte que c'est des économies qui ont démarré le domaine avec des investissements en milliards de dollars. Genre par exemple tout ce qui est token, que ce soit ici, tokenisation,
la finance décentralisée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez me poser des questions là-dessus, mais là, je ne peux pas le... Alors, on parle de transactions en vertu, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Oui, ça marche très très bien, surtout dans ce qui est finance décentralisée. Je vais être un peu plus rapide. Les smart contracts, je pense que c'est des programmes informatiques à qui on donne un input pour être sûr qu'il y a un output qui va être sans intervention humaine ni manuelle. Ok? L'inclusion financière, quand on parle de fintech, il faut qu'il y ait inclusion financière. Oui, c'est vrai. Il a peut-être choisi la banque et tout, il a besoin d'une application. Une application peut-être qu'elle est bancaire. Mais on a toujours besoin que cette personne se présente avec sa carte d'identité pour qu'on sache qui il est. Quelle que soit la pub que vous voyez, que ce soit au Maroc ou ailleurs, quand on vous dit que vous allez ouvrir un compte bancaire à distance, oui, ça se fait, mais ça reste un compte à risque. Tant que vous ne vous présentez pas devant la personne qui doit vérifier que vous êtes bien la personne qui prépare, votre compte est à risque. Donc, il y a ce problème du passage, qu'on va voir tout à l'heure, entre le monde ou la vie réelle, le monde réel et le monde digital. Alors, les exchanges décentralisés, c'est là où, par exemple, Coinbase, Binance, c'est des exchanges, mais qui ne sont pas décentralisés, pour la simple raison que vos clés, ou la clé qui a signé vos crypto-monnaies ou votre tokens est chez eux. Par contre, dans tout ce qui est décentralisé, non. C'est du peer-to-peer entre les deux entités qui font le... Alors maintenant, parlons du Digital Trust. Dans tout ça, remarquez que la composition du mot Digital Trust laisse un peu à réfléchir. Parce que enlever le mot digital, c'est la confiance. Dans la vie de chaque jour, s'il n'y a pas de confiance, vous ne faites rien. Fermez les yeux. Tout ce que vous faites, depuis que vous faites faire porter cette nation, s'il n'y a pas de confiance, vous fuyez. Le café, c'est le café, chez le c'est pas faire. Il s'y sort droit. Faire tout. Alors que là, on parle de digital trust. Alors, excusez-moi juste un petit. Vous ne pouvez pas régler des problèmes dans la vie réelle si vous n'avez pas le même environnement dans le digital. Est-ce que je peux avoir le trust, la confiance que j'ai dans la vie réelle, dans tout ce que je fais dans le digital? C'est une très grande question. On va voir ça tout à l'heure. Ok? Mais toujours est-il que sans digital trust, personne n'utilisera votre application. Moi, je parle toujours côté projet, côté application, côté jeu. Oui, donc, pour qu'une application ou là, un concept soit utilisé, il faudrait que les gens vous fassent confiance. La blockchain, parmi les choses qu'elle a ramenées, c'est cette notion d'immuabilité de la data. Même cette notion d'immuabilité est très relative. Vous allez voir pourquoi. Il faut aller dans le fond du sujet. Oui, c'est vrai que tout ce qui est inscrit sur une blockchain, on ne peut que écrire et lire sur une blockchain. Sur une base de données, sur un fichier texte, un fichier Excel, vous avez les quatre grands qu'on connaît, lire, écrire, modifier et supprimer. Sur la blockchain, non. Vous écrivez, vous ne pouvez pas modifier. Et vous pouvez écrire et modifier. Ça donne un peu de confiance, ça donne un peu de digital. Et c'est pour ça que toutes les crypto-monnaies à leur tête ont cette valeur, parce qu'on sait pertinemment que si quelque chose est écrit, sans consensus, elle ne peut pas être changée. Et je suis sûr qu'elle est à moi. La notion de ownership, de propriété, c'est aussi quelque chose de nouveau que la blockchain a ramené. Bien sûr, s'il n'y a pas de blockchain, dans les applications sans blockchain, le scepticisme est même. Vous vous dites, est-ce que j'utiliserai? Il est même révolu que tout le monde utilise, mais personne ne va y mettre des millions. C'est juste des comptes bancaires, dans le cadre de la néobanque, le néobanking. On met parfois des salaires qui nous viennent des salaires, vous avez on nous paye ça. Mais vous ne pouvez jamais faire une confiance totale, quelque chose qui n'est pas sur la blockchain. Alors, c'est quoi l'impact? Bien sûr, quand il y a le digital trust, je booste l'engagement des utilisateurs. Ça va de soi. Il y a une certaine confiance, il y a un grand engagement. Ok? Bien sûr, toutes les sociétés
dans le monde, les entreprises, les applications cherchent la loyauté de leurs clients. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ce client, je ne veux pas le perdre. Et le digital trust, c'est ça son rôle, plus ou moins. Et bien sûr, les opportunités augmentent. Pourquoi? Parce que les clients sont satisfaits et donc il y a plus de transactions, appelez ça ce que vous voulez, et plus d'interactions avec l'application qu'on trust digitalement. Alors, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein, je ne sais pas si ça hein, vous allez trouver partout, sur Internet, dans les livres, tout ce que j'ai dit. Là, par contre, je vous donne un peu plus ou moins mon expérience. Ça veut dire quoi, artiste? Alors, le mot artistique, je voudrais que vous le preniez. C'est-à-dire, autrement dit, ne prenons pas ce qui se passe ailleurs parce que ça a marché et on va l'appliquer chez nous. Et quand je dis chez nous, je parle d'entreprise, d'université, de pays, de ministère, whatever. Ça a marché, d'accord, je le prends, je l'étudie, je vois comment ça marche, mais je dois l'adapter à mon environnement et c'est ce qu'on va voir ça en détail. Alors, l'approche, je l'ai dit tout à l'heure, il est le cas. Comment? Oui, c'est bien. C'est un passage obligé. Je vois comment ça marche, je comprends. Mais ça, c'est le travail de l'artisan. Je vois l'artisan. L'artisan, il sait comment faire la chose. Tout ce qu'il a à faire, c'est de la concrétiser. Par contre, l'artisan, elle moderne. Il dit pourquoi. Pourquoi de cette façon? Ok? Donc, il pose rationellement et il commence à chercher. Alors maintenant, même au niveau du how, du comment, il y a beaucoup de lacunes. Et vous ne pouvez pas passer au why, au pourquoi, sans que ces lacunes soient réalisées. C'est réalisé, c'est-à-dire rideau. Par exemple, l'immuabilité de la batterie habitable. Ce n'est pas vrai à 100%. Parfois, on vous dit immuable, c'est comme si c'était écrit sur du marbre. Non, ce n'est pas vrai. Imaginez que vous avez un seul validateur sur la blockchain, il n'y a plus d'immuabilité. C'est comme si vous êtes sur une base de données normale. Ça, c'est important. On ne vous parle jamais du double spending, de la double dépense que la blockchain a résolu. Parce que quand vous comprenez ces concepts, vous pouvez imaginer des solutions qui n'existent pas. Je vois le double spending. L'exemple que je donne souvent, j'ai un PDF qui a une certaine valeur. On va dire que c'est un livre très important. Le fait que je vous l'envoie par email, peut-être vous gagnez une copie, et vous avez une copie. La rareté a été divisée par 2. Vous faites la même chose. Après un certain temps, le PDF est chez des centaines de milliers de personnes. Il n'y a plus de rareté, valeur zéro. La blockchain, quand vous envoyez quelque chose, appelez-la ce que vous voulez. C'est comme dans la vie réelle. C'est pour ça que vous, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous ne mettez pas les conditions de la vie réelle que le digital, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes. Quand moi je prends 100 dirhams de ma poche et je vous la donne, je ne m'en sépare physiquement. Et elle est à vous. Imaginez 100 dirhams, 100 dirhams, 200 dirhams. Cette monnaie, ou n'importe quelle autre monnaie, elle va perdre sa valeur. Donc là, on a réglé le problème de la double dépense. Mais grâce à quoi on a réglé le problème de la double dépense? C'est grâce à l'ownership. Jamais cette notion de ownership n'existait sur Internet ou là sur le digital. Jamais. Et ça, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, c'est comme l'invention de la roue. C'est-à-dire que sur Internet, vous avez quelque chose, mais même la blockchain a résolu ça. Mais elle l'a résolu en partie. Pourquoi? Parce que l'identité, le digital, mais s'il y a l'identité de la vie réelle. Hein? L'identité, le digital, c'est Facebook qui vous la donne, c'est Instagram, c'est Twitter, l'ex-Twitter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez la même identité que vous avez la vie réelle? Autrement dit, est-ce que vous pouvez faire ce que vous avez l'habitude de faire la vie réelle, aller chez un notaire sans le voir et signer quelque chose comme si vous étiez présent? Non. Et c'est ça ce qui est important. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que
mettre en place des solutions, mais il faut comprendre les composantes de la chose pour pouvoir innover. L'espace contractuel, je les ai. On vous dit que c'est des programmes informatiques, mais est-ce que vous savez que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité et d'Internet qu'on est capable d'envoyer de la valeur? Quand vous achetez quelque chose d'un site e-commerce, vous ne payez pas le fournisseur. Vous donnez instruction à votre banque de procéder à un transfert de valeur, que ce soit en dollars ou en dirhams. La banque, en tant qu'intermédiaire, elle reçoit cette instruction et envoie de la valeur au fournisseur. Vous avez besoin de la valeur. Avec les smart contracts, non. Je peux envoyer de la valeur et en pire tout pire. Je n'ai pas besoin de ça. Et ça, généralement, vous n'allez pas le trouver quand vous allez essayer de comprendre ce qu'est un smart contract. Donc le fait que je comprenne le fondement de la chose, ça me permet de réfléchir autrement. Ok? Bon, j'ai vu ça, c'est l'adage de Saint-Exupéry qui dit que la perfection, on arrive à la perfection, non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à retirer. Et c'est ce qu'on essaie de chercher, surtout dans les projets, surtout pour notre pays. Alors, l'artistique approche, il est depuis quelques années, elle se compose de ces trois composants. Vous avez la vue oiseau et la vue grenouille. La vue oiseau, vous voyez tout en haut. Et vous êtes sûr que vous avez une vision globale de ce qui se passe. L'exemple que je donne, mon téléphone, si je suis avec une personne et quelqu'un me demande qu'est-ce que vous voyez, moi je vais écrire ce que je vois de cette face. L'autre personne va l'écrire. On a tous les deux raison, mais pas complètement. Mais la personne qui est là, on a tous les deux la vue grenouille, parce que je suis en face de ce que j'ai. Par contre, l'autre personne qui a la vue oiseau, non. Il sait que lui, il a un peu raison, moi j'aime. Et donc moi je vais prendre des décisions selon ce que j'ai vu. Lui va prendre des décisions selon ce qu'il a vu, mais ce n'est jamais des décisions pérennes. Et ça, quand je dis ça, c'est une métaphore appliquée là à l'environnement dans lequel vous vivez, à la culture, à l'art, d'une manière générale, à tout. Et vous allez vous rendre compte que, dans la majorité des cas, quand on met en place des solutions, quelles qu'elles soient, elles peuvent marcher dans un certain sens, mais quand toutes les conditions forensiques meurent, vous voyez que la solution ne marche pas tout le temps. Le deuxième concept qui fait partie de cette artistique approche, c'est le monde que j'appelle moi le monde photon et le monde des atomes. Le monde des atomes, c'est la vie réelle. Il y a le mot vie, parce qu'il y a des interactions entre des humains. Et pratiquement tout le monde sait comment marche le monde des atomes. Mais le monde des photons, parce que finalement, tout ce que vous avez, ce que vous êtes en train de voir, ce que vous avez sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, finalement, il a pété. C'est quoi finalement? C'est des bytes. C'est un différent. Ces bytes, c'est des photons. Imaginez de fermer les yeux, de regarder ce monde comment il marche. Il ne marche pas comme la vie. Donc il serait, c'est-à-dire, généralement, si tu veux trouver des solutions, je tire le monde des atomes et tu veux qu'elle marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Parfois, oui, ça va marcher parce qu'il y a une condition qui se sont réunies, mais quand toutes les conditions sont réunies contre ou là, qui sont propres à ce monde des photons, ça va cracher. La troisième composante, ou le troisième concept de cette approche artistique, comme j'ai dit tout à l'heure, l'artisan, il a la réponse, il a maîtrisé la technologie, il sait comment faire. Ça y est, il veut passer à l'exécution, à la concrétisation. Non, l'artiste, ok, il a la maîtrise, mais il se dit, attends, est-ce que c'est comme ça qu'il faut utiliser la chose? Et il commence à poser des pourquoi, beaucoup de pourquoi.
Pourquoi de cette manière? Pourquoi pas de cette manière? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas trop, parce que je pense que j'ai dépassé un peu de temps. Alors, la technologie, c'est juste un tout. C'est un outil, elle fait partie du hub. En plus de tout ce qu'on a dit, de tout ce qui est technologique, non, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça, par exemple, et encore plus, histoire, philosophie, sociologie, psychologie, et ainsi de suite, philologie, et ainsi de suite. Ma propre expérience, durant les 4 dernières années, le why m'a permis, moi et mon équipe, de mettre en place une nouvelle technologie concernant surtout la notion d'identité et le passage entre les deux mondes, le monde des atomes et le monde des photons. Et cette nouvelle technologie verra le jour, Inch'Allah, dans quelques mois. Ok? Et vous allez voir comment le why m'a servi à en arriver là. Une autre façon de voir le why, c'est une photo que j'apprécie beaucoup, que j'ai moi-même faite. C'est une photo de Tboreda. Vous avez l'habitude de voir Tboreda dans le front. Pourquoi pas mettre ça? C'est un why. Et ça a donné cette photo. Ok? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai dépassé le temps. Je suis désolé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Benani, pour cette... Oui, bien sûr. Donc, on va passer à la... Je voulais, en premier temps, vous remercier pour cette chaleureuse présentation avec cette touche floristique qui nous motive. Merci beaucoup. Alors... Chaque couleur, chaque motif, chaque photo, elle a un sens pour moi. Je ne l'ai pas mise comme ça juste par hasard. Ça a été constaté aussi. Alors voilà, donc si vous avez des questions, donc, je vous laisse la parole. Et deux questions avant de prendre la pause café. D'accord. Oui, allez-y. Hope you're hearing me well and you're able to listen to me. As you've been speaking a lot about creativity, artistic approach, and I have a question related to this. How can we relate emotional intelligence to fintech? Is it possible? Because you spoke about psychology, philosophy, philology, and all of these things are related. Alors, la question c'était comment on peut associer l'intelligence émotionnelle. Déjà, il faut définir, moi je définis toujours, il faut que je définisse. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi les émotions? Et c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Le problème, c'est que c'est une guerre de mots depuis l'aube des temps. كل واحد فاهم حاجه mais quand quelqu'un parle l'autre ما فهموش parce que pour lui d'abord c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sert, je pense, à la maison, pour ne pas qu'il n'y ait pas de dispute entre c'est quelque chose qui sert entre les enfants et les parents, et ainsi de suite. Ça rentre aussi. Pourquoi, quand j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle aussi, c'est comment ne pas peut-être se mettre en colère quand on écoute un mot, par exemple, qui est gravé chez nous. Et bien que le mot, dès que je l'entends, il faudrait que je me comporte de telle sorte. Ça aussi, ça rentre. Quand je vous dis le why, c'est-à-dire que l'environnement va mais chez le pays, parfois c'est même la région dans un même pays. Parfois c'est la ville dans un même pays. Si je veux quelque chose de pérenne, ça c'est très important. Est-ce que vous pensez qu'un Marocain réagit à un événement comme un Suédois? C'est pas une question c'est une question de culture. Et c'est tout à fait normal. Okay. Est-ce que je dois prendre ça en considération? Pour moi, oui. Il faut prendre ça en considération. Même la notion de digital trust, de trust, la confiance, est-ce que vous pensez qu'elle est la même chez les Méditerranéens ou les Asiatiques ou les Nordistes? Non. On a l'impression que c'est... Oui, c'est le même mot,
Mais chacun, comment il le voit, comment il l'interprète, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis n'importe quoi, un truc on dit, hein, je l'ai dit, à Dubaï, laissez votre téléphone dans un café, allez faire du shopping, revenez, vous allez trouver la place. La notion de confiance là, elle est différente. Laissez le même téléphone dans un café, ben, je n'ai pas envie de à n'importe quel pays. Moins. Tout le monde est toujours à la race. D'accord? Donc, ces notions sont importantes, que ce soit de l'intelligence émotionnelle, mais tout est important. Et ça dépend de l'initiateur du projet, de celui qui lead le projet, pas qui fait le boss, qui lead le projet, de prendre en considération tous ces aspects. Et s'il pense qu'il me faut quelqu'un, un spécialiste, un professionnel de l'intelligence émotionnelle, ben qu'il le ramène parce que l'application grâce à quelqu'un de ce spécialiste. Merci. Merci pour votre réponse. Alors moi j'ai une question. Alors une question c'est, à votre avis, comment vous pouvez concevoir l'équilibre entre l'innovation et l'adaptation contextuelle sur laquelle vous avez parlé pour garantir la durabilité de ces technologies, de l'application des technologies dans la finance. Alors, ça veut dire quoi l'innovation? Innover, c'est-à-dire faire sortir quelque chose qui n'existait pas avant. C'est le rôle de l'artiste, Mobder. L'artiste est dans tous les domaines, que ce soit dans un F-35, ou là dans un tableau, ou là dans une photo. D'accord? Quand est-ce que je peux dire que c'est une innovation? C'est quand moi, en tant qu'artiste, je la partage. Je la partage soit sous forme d'application, soit sous forme de n'importe quelle forme. À partir de ce moment, c'est au marché de décider. Mais ça ne dépend pas de moi. Ok? Mais quand même, en tant qu'artiste, Mobder, dans tous les domaines, j'ai partagé ce que je crois être une innovation. Bien sûr, ça dépendra de ce que, au préalable, j'ai pris comme précaution pour que cette innovation soit adaptée à mon environnement. Ça peut être une classe dans une école, ça peut être une université, comme ça peut être un pays. Ok? Mais il faut toujours, et ça c'est quelque chose que je donne aux jeunes, définissez les mots que vous voulez utiliser. Et vous allez voir que 80-90% une fois que vous avez bien compris le concept des enveloppes. Oui, effectivement, l'innovation va dans ce sens. D'accord? Well, yeah. Do you have another question? Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Vous avez évoqué le passage du monde des atomes vers celui des bits pour illustrer la transition numérique portée par la blockchain. Ensuite, donc, d'un point de vue épistémologique ou physique, donc, comment cette rupture transforme-t-elle notre manière de concevoir la preuve, l'authenticité, dans pas mal de domaines, par exemple artistique, médical, etc. La preuve, vous ne connaissez pas la preuve. L'authenticité et la traçabilité dans les domaines, par exemple, fortes valeurs, comme domaine médical. Oui, voilà, avant de terminer, j'aimerais aussi savoir si vous êtes un artiste, parce que ça se voit dans le mariage des couleurs. Parce qu'un chercheur, dans la base, c'est peut-être un artiste de sa façon. Voilà. Ben, le mot artiste, c'est une recherche permanente, hein, de la vérité. Mais je suis un grand mais de la vérité, y compris l'harmonie des couleurs, y compris beaucoup de choses. Et l'artiste, il ne faudrait pas juste limiter ça à un tableau, là. Et c'est vrai, le choix des couleurs, le choix des photos, le choix de tous des icônes, ça a été fait dans un certain moment. Alors maintenant, le passage entre le monde des atomes et le monde des photons, des bagues, est un très grand problème. Pour ceux qui l'étudient. Hein? MIT, ils disent que c'est the last mile, c'est-à-dire ça fait 40 ans. Il y a toujours cette connexion entre les deux mondes qui pose problème. Quand je vous ai dit tout à l'heure, pour mon propre expérience, le why,
Cette nouvelle technologie, justement, elle a réglé un problème entre l'interconnexion entre ces deux mondes. Sachez, et je le répéterai jamais assez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est la vie réelle. Il faut mettre le digital, le monde digital, le monde des photos, le même environnement pour résoudre le même problème. Moi, je suis un peu intéressé, enfin, je suis, c'est-à-dire spécialiste plus ou moins de l'identité. L'identité, que ce soit des personnes, des humains, ou la toute autre entité, parce que même une personne morale a une entité, a une identité. Un chat, un chien, un IoT, n'importe quoi a une identité. Le problème, quand je parle de Digital Trust, comment je peux faire confiance à cette identité qui permet d'être, qui prétend être celle des Kenafadérés, surtout avec les problèmes vous savez, de la sécurité, cybersécurité. Donc ça, c'est un point crucial. Quand vous réglez ce problème, vous allez pouvoir régler une multitude de problèmes. Pas de problèmes, mais bon, de facilitation, je ne sais pas si on dit ça, des choses qui prennent plus de temps. Ce n'est pas vraiment un problème, ça prend plus de temps, ça touche pas tout le monde, et ainsi de suite. Avec le digital, je peux trouver des solutions qui permettent, grâce à l'identité sur le digital, d'innover dans ce sens. D'accord, mademoiselle? Alors, une dernière question. Il reste une dernière question. All right. Thank you very much for your presentation. I enjoyed it. So Science Library is technology is a tool. Okay. Technology is a tool, yeah. So we've seen a lot of the advantage of blockchain. So I'm a cybersecurity professional, and we've seen where cyber criminals use blockchain to launder illicit funds. Alright, so what's your own artistic approach to preventing something like that? Your own artistic approach to preventing the use of blockchain for bad things. Cyber criminals use blockchain sometimes to launder illicit funds. Okay? And we have seen whereby regulators and traditional finances can use KYC to track down bad actors. But blockchain is not like that, it's anonymity, you understand? So do you think blockchain should be regulated? Do you think it should be regulated in a way whereby it can be used to track the bad guys? So what's your own artistic approach to preventing it from being used for negative? As I said in French, this is a war of war. I know by experience that when people use the term blockchain, it's first thing. When you say KYC, what KYC are we talking about? Because there is a lot. There is a KYC blockchain too. Okay? So, if you remember, in the 2016 till 2018, the ICOs there is a lot of issues with people trying to sell something that they call blockchain project. It was not. It's like the application right now in the world, there is a lot of blockchain projects, but they are not blockchain. A blockchain, first, we need to make sure it's a public one or a private one. Why? Because you have the trilemma in blockchain. You have the scalability, the decentralization, and security. You cannot have the three. You need to choose two of them. Okay? So when you have public blockchain, you choose the security and decentralization, but there is no scalability. One transaction in Bitcoin, it takes a lot of seconds. You can look at this in NASDAQ. Now, if you are a bank, a private bank, you will choose scalability and security because you don't want your application to be decentralized. You understand what I mean? So, first of all, when you have someone or a company, they say, this is a blockchain solution. Check this tree. If it's true, the next step, what is your consensus mechanism? Okay? Now, maybe sometimes they are using smart contract. What kind of smart contract are you using? What kind of languages are you using? It's very hard. It's not, I mean, as I said, this is
a war of words. I need to understand every word. Essentially, when it's a promotional with something in the, they just money. Okay? Thank you.